Bonjour tout le monde, merci d'être là pour la présentation du rapport de la capacité d'accueil de la région du Sud-Est. Aujourd'hui, c'est notre dernière présentation. Nous avons déjà eu la chance d'avoir les premières présentations des 4 régions francophones sélectionnées au Nouveau-Brunswick. Je tiens à rappeler que l'ensemble des présentations, que ce soit les vidéos, les supports de présentation que Jessie présente et les rapports complets sont disponibles sur notre site web www.rifnb.ca. Pour les personnes qui sont là, je vous invite à écrire vos questions directement sur le chat et le RIFNB reste aussi ouvert. Vous pouvez envoyer pour les personnes qui visualisent les vidéos en ligne vos questions au RIF, puis on se fera un plaisir de vous répondre. Merci à tous d'être là. Puis sans plus tarder, je donne la parole à Jessie pour la présentation. Alors, merci bien, Sarah. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis vraiment heureuse de pouvoir arriver au terme de cette étude, puis avec la plus grande région qu'on a eue dans notre étude, donc la région du Sud-Est. Alors, aujourd'hui, on va parcourir de manière succincte un peu toutes les grandes lignes de ce qui a été fait pendant cette étude. Et le rapport, comme Sarah l'a dit, sera disponible et je vous invite vraiment à l'explorer de fond en comble pour être sûr que toutes vos questions sont répondues. Et on tient à préciser aussi que ce rapport-là est un outil vivant. Alors, ce n'est pas quelque chose de rigide, calé sur du béton, mais c'est vraiment un outil sur lequel vous allez vous baser pour adapter les données que vous avez au jour d'aujourd'hui, puis sur lequel vous allez aussi voir les comparaisons de qu'est-ce qui n'a pas été fait entre-temps depuis 2020 environ jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les améliorations et comment est-ce qu'on peut se servir de ce qui se fait ou ce qui est proposé pour aller de l'avant au sein de notre région. Fait que c'est pas mal ça. Je vais vous partager mon écran et on pourra aller ensemble au travers du rapport. Alors, donc la région du Sud-Est aujourd'hui, pour vous mettre en contexte, alors cette étude de capacité a été initiée par le RIFNB depuis 2020 et on a commencé cette étude progressivement. Aujourd'hui, nous sommes à la fin. Alors, ça a été fait par Stratégie. Et c'est pour savoir quelle est la capacité d'accueil des populations immigrantes des régions francophones du Nouveau-Brunswick. On a basé cette étude-là sur 6 grands axes, dont la santé, pour connaître les défis du système néo-brunswickois et ses détails, aussi les services qui sont offerts. Donc, au niveau du logement, quelles sont les pratiques et les problématiques rencontrées. Au niveau de l'intégration également, les actions qui sont menées pour apporter les populations immigrantes dans une communauté plus accueillante et pouvoir avoir une meilleure interaction. Au niveau de l'éducation également, tout ce qui rencontre la petite enfance, les défis au niveau scolaire et préscolaire et universitaire également. Aussi au niveau de l'employabilité, donc toutes les réalités au niveau de l'emploi, le chômage, les demandes d'emploi et le transport, les services de déplacement qui sont offerts dans nos différentes régions. Alors, la méthode qui a été utilisée, on a commencé par créer les profils statistiques des régions, donc notamment celle du Sud-Est, histoire de savoir quels sont les chiffres, qu'est-ce qui se passe en fait au niveau de l'immigration sur le territoire du Sud-Est, quelles sont les réalités à considérer dans notre étude. Ensuite, la recension des écrits. On a cherché à savoir ce qui se passe dans d'autres régions, dans d'autres provinces, pour ne pas recommencer la roue et se baser aussi sur des données déjà faites, des choses qui sont déjà établies, et aussi savoir ce qui se passe dans la région du Sud-Est en ce moment et ne pas donner des solutions qui sont déjà appliquées dans le fond. On a aussi fait la cartographie des atouts pour savoir les services offerts, donc connaître un peu l'inventaire de tous les services actuels de tous les partis qui sont présentes sur la région du Sud-Est. Ensuite, la consultation publique avec les membres du RIF-NB, on en a eu plusieurs pour pouvoir savoir un peu comment est-ce que les membres du RIF ont leur touche à apporter dans cette étude, qu'est-ce qu'ils visualisent au travers de cette étude et comment est-ce qu'on peut améliorer les services offerts et l'intégration des populations immigrantes. En dernier point, sinon en avant-dernier point, le sondage d'analyse, on parle de l'outil de mesure de la capacité d'accueil qui sera longuement développé le 6 octobre
octobre et je vous invite à y participer. On va rentrer en détail dans cette présentation sur l'outil de mesure, cet outil qui a été un peu la base de notre étude. Et enfin, on a terminé avec des entretiens individuels pour pouvoir renchérir nos données et s'assurer qu'on a parcouru un peu tous les différents ans qui devaient. Alors, les régions ciblées, on a la région du nord-ouest qui a été touchée, le Restigouche, la péninsule acadienne et la région Chaleur. Et aussi la région du sud-est avec 7 villes spécifiquement, Moncton, Dieppe, Bouctouche, Shediac, Rogersville, Richibouctou et la communauté rurale du Beau-Bassin Est. Donc, ce sont ces différentes îles-là et ces différentes communautés qui ont été touchées, qui regroupent donc le sud-est. Donc, ce n'est pas toutes les villes du sud-est, mais c'est ces 7 spécifiques villes qui ont été touchées. Alors, ce que nous disent les chiffres, le niveau de la population totale que je présente représente la population de ces 7 villes. Alors, on a 152 394 habitants qui sont constituantes de ces 7 villes-là, selon les statistiques de 2016, du recensement de 2016. Et sur cette base, on s'est rendu compte les caractéristiques des ménages, la taille moyenne des ménages dans la région du Sud-Est est de 2,2 personnes, ce qui veut dire qu'en général, on a 2 personnes dans des ménages. Et pour des familles immigrantes qui viennent à plus de 2, sont confrontées à certains défis qu'on va pouvoir voir au fur et à mesure qu'on va explorer un peu le contenu. Les couples sans enfants dans la région du Sud-Est sont de 30,6% et ceux avec 3 ou 4 ou plus, 3 enfants ou plus sont de 3,4%. Ce qui veut dire c'est vraiment minime. Et j'ai envie de dire l'architecture des logements et la disponibilité des logements de même pour des populations avec entre 3 enfants et plus et du coup réduite pour des populations immigrantes qui viennent avec ce nombre d'enfants. On parle de soutien dans les populations, le nombre de soutiens, dans les ménages. Le soutien, c'est la personne qui pourvoit aux besoins de la famille. Donc, cette aide-là, ce soutien financier qui est capable de pourvoir à toutes les charges de la maison. Et on se rend compte qu'on a 53,1% de ménages qui ont un seul soutien. Et on s'est rendu compte qu'en majorité, c'est l'homme le père de famille généralement qui va au travail et la femme reste à la maison pour prendre soin des enfants. Donc, il y a une certaine disparité aussi à ce niveau-là qu'il faudrait considérer. Et on n'a que 37,2% de ménages avec 2 soutiens dans toutes ces différentes villes et ce qui est réellement considéré pour pouvoir aider les populations qui viennent à plusieurs enfants de pouvoir vraiment subvenir aux besoins de la famille. Au niveau du revenu, on s'entend que le revenu de la région est largement supérieur au revenu moyen du Nouveau-Brunswick qui est de 48 122 et le revenu de la région est de 61 000. C'est un point à mettre en exergue parce que ça inciterait des populations immigrantes à s'installer au Nouveau-Brunswick. La tranche d'âge du Nouveau-Brunswick est de 43,1, donc l'âge médian, ce qui veut dire qu'on a probablement une population assez adulte, on va dire, et on a aussi une population immigrante jeune qui a un grand potentiel pour l'économie de la région, notamment au travers du CCNB, au travers de l'Université de Moncton. Et pour des statistiques du CCNB qu'on a reçues, en 2020, on avait 2,5% de la population immigrante totale qui représentait des étudiants au sein de la région du Sud-Est. Alors, les langues officielles, on a 4,7% de population francophone dans la région du Sud-Est et 55,4% de population bilingue. Ce qui veut dire qu'on a 60,1% de population qui ont la capacité de communiquer en français, mais il faut considérer qu'on a 38% de population anglophone et l'anglais est une langue majoritaire dominante. Donc, ce qui veut dire qu'en général, on va se retrouver à switcher rapidement entre le français et l'anglais pour laisser place à l'anglais qui est une langue assez dominante. La langue la plus utilisée au travail est le français, quoique, avec 13,6%. Donc, il y a d'autres langues qui sont utilisées, mais on va dire que la langue la plus utilisée dans le travail est de
6% le français. On a donc des défis aussi au niveau de la langue. Le point, c'est que tous les services ne sont pas forcément offerts de manière bilingue et les tests importants aussi sont uniquement en anglais. Il y a aussi une disparité dans les processus d'emploi où ce que l'anglais est pas mal parfois imposé comme langue d'entrevue, et ce qui peut être une difficulté pour des populations immigrantes francophones qui n'ont pas encore cette aptitude-là de développer. Au niveau du logement, avant de parler d'emploi, avant de parler de langue, le plus important, c'est d'avoir un toit quand on cherche à s'intégrer dans un nouveau territoire. Et on se rend compte qu'il y a une grande disparité de logements publics. On entend par logement public les logements subventionnés par le gouvernement. Et les logements disponibles dans la région, que ce soit privé ou public, sont de 8,3%, un taux très faible et assez difficile du coup pour avoir accès à des logements. Le prix élevé, sinon très élevé des loyers privés également est à considérer parce que les prix montent sur le terrain. On a aussi le point de l'accès à l'hypothèque qui est un grand défi pour les populations immigrantes. Alors, au niveau de la religion, on a une grande diversité et une liberté de religion au sein de la région du Sud-Est. C'est clair que le défi d'emplacement et le transport aussi peut être présent parce qu'en général, si on veut considérer, par exemple, la ville de Moncton, certains lieux de regroupement sont faits plus tôt, puis les transports sont peut-être disponibles à partir de 11 heures. Et pour d'autres villes à l'intérieur, il n'y a pas forcément ce système de transport en commun qui est disponible. Et ça m'emmène au point suivant, du coup, au niveau du transport dans certaines villes, bien que, par exemple, dans la ville, le Grand Moncton, on va dire, il y a la disponibilité du transport en commun. Il y a certains itinéraires qui ne sont quand même pas accessibles. Et dans d'autres villes de cette région qu'on a mentionné, il n'y a pas de service de transport en commun comme ceux qui sont disponibles dans le Grand Moncton. Alors, on a un défi aussi de l'accessibilité du permis de conduire. Donc, on parle du changement entre le permis d'origine, donc de la personne immigrante, à son point 5 de son permis canadien, qui peut prendre un laps de temps, et ce qui va apporter pour acheter une voiture des défis, et surtout pour l'assurance qui vont être assez dispendieux parce que l'assurance pour des populations immigrantes n'est pas abordable en général. Alors, l'employabilité aussi, on parle de tout ce qui touche le taux d'emploi. On a 45,3% de population disponible qui ont un emploi, qui sont sur le marché du travail, face à 27,3% de population qui n'ont pas d'emploi, un point très à considérer. Et le taux de chômage est de 4,7% dans toutes les personnes qui ont perdu leur emploi dans les dernières années. Il y a aussi un manque de ressources pour la gestion de l'inclusion et de la diversité et de l'équité au sein des entreprises qu'il faut considérer et aider les populations, les chefs d'entreprise avec. Il y a aussi un point sur le marché de l'emploi caché. Alors, en général, les populations immigrantes n'ont pas forcément accès à certaines données sur des offres d'emploi disponibles parce qu'elles sont relayées en interne ou avec des personnes qui se connaissent entre organismes ou entre entreprises. Et pour ces personnes-là qui n'ont pas de réseau développé, malheureusement, manquent ces offres d'emploi, quoique compétences. Et en parlant de compétences, on parle de la non-reconnaissance des acquis aussi au niveau des populations immigrantes quand elles font le transfert pour se rendre sur le territoire de notre région. Alors, la promptitude également des employeurs à répondre aux candidatures fait que certaines populations immigrantes sont dans l'obligation d'aller dans d'autres provinces, et malheureusement, ce qui nous fait perdre des membres au sein de la région, parce que le temps où est-ce qu'elles se déplacent avec la promptitude des autres régions ou des autres provinces, quand elles se déplacent, c'est à ce moment-là qu'elles reçoivent les réponses des employeurs du Nouveau-Brunswick et de la région du Sud-Est pour notre cas aujourd'hui. Donc, des points à considérer et à sensibiliser les employeurs. Alors, ce que nous offre la région, donc au niveau de la santé, il y a un guide qui a été développé par Santé Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick, qu'on incite vraiment les organismes à
pousser les populations immigrantes à s'en acquérir parce qu'il y a toutes les données, toutes les informations importantes pour savoir ce qui se passe dans le système de santé du Nouveau-Brunswick. Néanmoins, on a un manque de professionnels de santé au niveau de la santé mentale francophone de disponible et aussi l'accès à un médecin de famille francophone qui est un grand défi pour les populations immigrantes. Au niveau des infrastructures et des sports et loisirs, on s'entend que la région du Sud-Est ne manque pas de ressources, que ce soit au niveau culturel, au niveau sportif et au niveau des loisirs. Il y a une grande diversité d'activités également qui est offerte avec plusieurs organismes, dont le CAFI et plein d'autres qui sont présents. Aussi, on a une ouverture et la diversité culturelle qui est très présente au niveau de la région du Sud-Est. Les services bancaires sont en masse aussi disponibles. On a une grande diversité. Le défi, c'est l'accès au crédit qui est assez limité parce que certaines conditions sont assez rigides pour les populations immigrantes. Et la conversion des devises aussi, qui doit être considérée pour des populations qui viennent avec des devises étrangères difficiles à avoir accès sur le territoire canadien. Alors, au niveau de l'éducation et de la petite enfance, on s'entend que la population immigrante de 0 à 14 ans constitue 13% donc de la population locale entre 0 et 14 ans. Donc, on a une population assez importante quand même de population immigrante et il faut travailler à pouvoir les intégrer de manière convenable et répondre aussi à leurs besoins. Donc, on se rend compte que malheureusement, il y a un manque de ressources humaines. Donc, pour accompagner ces populations-là ou même pour répondre aux besoins de la population locale au niveau de l'éducation, dans les garderies éducatives et tout. Donc, aussi les ressources financières, bien entendu, qui sont aussi en manque pour le développement ou l'amélioration de ces garderies éducatives. On a un manque aussi de formation sur l'inclusion et un manque de diversité au sein du personnel préscolaire, ce qu'il faut vraiment travailler pour davantage permettre l'accommodation de ces petites populations immigrantes au sein des garderies éducatives. Donc, je parlais tantôt de l'outil de mesure qui a été un peu la base de notre étude, l'outil de mesure qui sera présenté encore une fois le 6 octobre, donc on parle la semaine prochaine, qui nous a permis d'avoir le pouls des municipalités, donc des différentes régions, de savoir ce qui se passe au niveau de l'inclusion et de la diversité et des différents paliers qu'on a eu à avoir et même plus de paliers qui sont traités dans l'outil de mesure. L'outil de mesure aussi qui sera disponible sur les plateformes du RIFNB certainement pour pouvoir aider les différents organismes à pouvoir davantage s'examiner. On a deux volets, donc l'outil avec les municipalités et l'autre section avec les communautés et les organismes. Donc, on a eu plusieurs organismes qui ont eu à nous répondre pour pouvoir bien étoffer cette étude. Alors, les données de toutes ces analyses qu'on a eu à faire nous ont donné des enjeux spécifiques. Donc, au niveau de l'intégration économique et l'employabilité, bien entendu, l'accès à la coordination et l'optimisation des services, puis on va le voir dans les propositions qui sont, les solutions qui sont proposées. On a aussi l'accès au logement qui reste un défi, l'inclusion pour les populations immigrantes et l'appui aux personnes à statut précaire d'immigration qu'il faut vraiment soutenir. Au niveau des pistes de solutions que nous avons pu ressortir dans cette étude à court terme. Donc, au niveau gouvernemental, c'est de sensibiliser et revendiquer la régulation des prix des loyers, la construction des logements publics abordables auprès du gouvernement. L'offre des garderies aussi à 10 $ qui avait commencé à être développée, à être mise en place de manière effective. Promouvoir davantage aussi le service d'accès patient, qui est le registre en fait provincial pour les patients néo-brunswickois. Alors, au niveau communautaire, offrir une programmation développée par et pour les personnes immigrantes parce qu'elles sont à même de pouvoir mieux accompagner aussi ces populations-là selon qu'elles ont connu aussi les défis par lesquels elles passent. Sensibiliser les familles immigrantes à s'enregistrer dès leur arrivée pour avoir accès à un médecin de famille parce que le processus peut être assez lent dans l'espoir qu'il puisse devenir un peu plus facile d'accès. Mais entre-temps, ce serait le premier point de sensibiliser ces familles-là à s'enregistrer pour avoir un médecin de famille. S'informer également sur les nouveaux arrivants francophones à propos des services disponibles. Alors, tout ce qui est niveau de droit linguistique face à la langue de service quand ils se retrouvent dans des organismes ou dans des lieux de service.
Au niveau du moyen terme, gouvernemental et municipal, offrir des formations sur l'intégration et l'inclusion au personnel éducatif, mais aussi au personnel de santé, donc sur les différents points d'accessibilité également. Donc, au niveau du covoiturage communautaire, on parle de centraliser aussi l'information sur les transports communautaires, avoir une plateforme web, donc pouvoir mieux garder toute cette information de sorte à faciliter l'accès pour les populations immigrantes, de sorte à ce qu'elle n'ait pas à regarder sur plusieurs plateformes et ne pas avoir les ressources dont elles ont besoin. Et élargir aussi le système de transport communautaire pour offrir des services abordables. Au niveau communautaire, c'est créer un réseau d'alerte et de recension des nouveaux arrivants. Donc, je prends un exemple. On a aujourd'hui le CAFI qui peut-être accueille une nouvelle personne arrivante pour que tous les autres systèmes qui pourront appuyer cette personne immigrante ou cette famille immigrante puissent être informés de ces différents relais-là. On va dire, à cause de ce système d'alerte, le CCNB peut-être qui aura, dans la famille qu'accueille le CAFI, il y a peut-être un étudiant. Et le fait qu'il y ait ce réseau d'alerte, le CCNB saura qu'il y a une nouvelle personne qui est arrivée et voici les services dont elle aura besoin. Ça permet en fait de relayer d'une manière plus synchronisée tous les services auprès de tous les organismes qui sont inclus dans ce système-là et de pouvoir directement appuyer, avoir le réseau, le dossier également de ces personnes-là sans qu'elles aient à chaque fois revenir pour expliquer leurs besoins. Former également les employeurs et les nouveaux arrivants sur la diversité et l'inclusion, établir les parcours clairs aussi pour orienter les nouveaux arrivants vers les spécialistes selon leurs besoins. Alors, au niveau des longs termes, gouvernemental et municipal, régir une police sur la lutte contre la discrimination, faciliter aussi les procédures liées au transport, donc l'acquisition d'une voiture personnelle, simplifier le permis, les correspondances des permis de conduire, travailler aussi au forfait d'assurance automobile et puis simplifier également l'accessibilité au crédit automobile. Au niveau communautaire, on parle d'outiller les nouveaux arrivants sur les mécanismes, les ressources à leur disposition pour contrer les problèmes de discrimination. Donc, en 3 et 5 ans, on s'entend que les populations immigrantes qui étaient arrivées dernièrement ne vont plus forcément avoir recours aux organismes communautaires. Et ce serait une meilleure option de prévenir dès le départ en leur donnant tous les outils dont ils auront besoin pour pouvoir faire face à ces points de discrimination-là quand elles seront rendues entre 3 et 5 ans. Alors, c'est pas mal ça qu'on a ressorti comme point majoritaire à présenter aujourd'hui. On vous remercie pour votre attention et je réitère mes propos en vous disant de réellement parcourir en profondeur le rapport, histoire d'avoir toutes les réponses que vous pouvez rechercher. Et si vous avez d'autres questions qui ressortent de cette lecture, vous pouvez vous adresser au IFNB qui se fera certainement le plaisir de vous accompagner dans vos réflexions. Merci beaucoup pour votre attention et bonne journée.